Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Artam Kwizac. Plaisir partagé. Tu es auteur spécialisé dans la littérature érotique, je pense qu'on peut dire ça comme ça, et BDSM en particulier, et puis tu es un homme. Alors, je le dis en souriant, parce que ça se voit, mais si je le précise, c'est parce que dans la littérature érotique, des hommes qui écrivent, c'est pas si fréquent que ça. Et en particulier, t'es le premier que j'interviewe. Ah bon, ça fait toujours ça la première fois, alors. Alors, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter ? Eh bien, je suis Artam Kwizac, j'ai bientôt 53 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants, je travaille pour l'État, on ne peut pas préciser plus, mais on est dans un domaine d'activité qui permet de combiner les deux, à savoir tout ce qui est création de l'esprit, donc tout va bien. Que dire d'autre ? Oui, j'écris de la littérature érotique, voire très érotique, et je suis un homme, oui. Pour moi, ça ne me pose pas de problème. Hein. Effectivement, peut-être que chez les hommes, le fantasme est plus lié à une image directe plutôt qu'à des écrits et des suggestions. Mais moi, je ne trouve pas que ce soit incompatible, la preuve. D'accord. Puisqu'ici, les lecteurs et lectrices, parce que c'est quand même beaucoup les lectrices, n'ont jamais fait de retour négatif. Dans un premier temps, ce que j'aimerais que tu m'expliques, c'est ton parcours, et notamment dans ton parcours, ce qui explique que tu vas devenir auteur. J'ai fait de longues études, j'ai poursuivi de longues études sans vraiment réussir à les rattraper, comme j'aime bien dire, à savoir que j'ai fait d'abord un bac scientifique, parce que c'était vraiment ce qui m'intéressait, et puis je me suis tourné vers l'archéologie, ça a toujours été ce que je voulais faire, enfin, sauf quand j'étais tout petit. Là, c'était d'abord gendarme, policier, voilà, des choses assez banales pour un petit garçon, paraît-il. On en était au fait que tu as fait des études d'archéologie, et puis tu es allé assez loin, parce que tu es allé jusqu'à la maîtrise, en fait. Oui, alors je n'ai pas transformé l'essai, j'ai fait 2 années de maîtrise. D'abord, j'ai suivi des études d'histoire de l'art et archéologie, c'était l'intitulé de la licence que j'ai obtenue. Et puis, j'ai bifurqué vers l'ethnologie préhistoire, puisque spécifiquement ce qui m'intéressait, c'était les origines de l'homme. Voilà, j'avais vraiment envie de répondre à la question, est-ce qu'on est des créations de Dieu, ou est-ce qu'on est le fruit d'une évolution ? Donc, mystère. Quelle est la réponse ? Je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles je ne suis pas allé plus loin. Je me suis arrêté là, à cette maîtrise, que j'ai passé toutes les UV, mais je n'ai pas produit le fameux mémoire qui était nécessaire. J'ai fait un peu un blackout parce que c'est toujours compliqué d'arrêter ses études, surtout à un âge avancé. Enfin, 6 ans après le bac, ça commence à faire. Il y a des personnes qui sont ingénieurs à ce stade-là, hein, donc avec des salaires et des perspectives de carrière qui sont vraiment différentes du coup de celles que moi j'ai pu faire, puisque je me suis arrêté à bac plus 3, donc comme si j'avais 20-21 ans, quoi. Oui, c'était un peu un échec, c'était un peu compliqué. Je vais donner une information supplémentaire que je n'avais pas prévue, dont on n'avait pas parlé en préparation d'interview, c'est que dans le même temps, à mes 20 ans, j'ai eu des soucis de dos qui ont fait aussi que la fouille archéologique est devenue compliquée. Parce que pendant les vacances, je faisais des fouilles archéologiques, alors essentiellement dans la région, mais ça m'est arrivé aussi, quand je faisais mes études, de faire ça du côté de Bergerac. Très, très agréable, très sympa. Bon, après, c'est physique. Quand on est jeune, on peut. Quand on est plus âgé, oui, on confie le travail à d'autres. Mais arriver à 20 ans et avoir ces problèmes de dos, ça a vraiment stoppé. Donc, du coup, ça s'est arrêté brutalement, en fait, à la fin de ma seconde année de maîtrise. Et je dirais même que, dans un premier temps, j'ai fait vraiment un blackout. C'est-à-dire que vraiment, j'ai rejeté. Donc, il y a tout un tas de souvenirs que j'ai occultés par rapport à la période. Et puis je me suis lancé dans la vie professionnelle, d'abord donc en tant que veilleur de nuit. J'étais sur Paris, puisque étant d'origine normande, il n'y avait pas vraiment d'études d'archéologie possibles à l'époque, c'est toujours le cas, et donc Paris, forcément, c'est la métropole qui attire le plus de Normands pour la poursuite des études. La vie parisienne me convenait bien, et puis être un peu décalé, être un peu autre, différent, ça m'attirait. Et ça m'a bien plu d'être veilleur de nuit. Je suis resté quelques années dans ce domaine-là, et puis j'ai rencontré mon épouse. Et c'est devenu compliqué. Enfin, si je voulais poursuivre dans la relation avec elle, il fallait effectivement un peu plus de stabilité, et puis surtout qu'on évite de se croiser jour-nuit, c'est quand même un rythme particulier. Et donc, j'ai commencé à travailler dans un musée,
où je suis resté une vingtaine d'années. Donc tu m'as dit qu'à la fin après 20 ans de service dans ce musée, t'as un souci. Oui. Et je veux te demander d'en parler parce que ça a un impact ensuite, Oui. a des conséquences sur ce qui sera ton parcours d'écrivain. Alors effectivement, ça a un gros impact. Donc moi, j'ai eu le sentiment d'être victime d'une forme de harcèlement. C'est-à-dire que à la base, c'était plus un travail alimentaire, mais c'était dans le domaine culturel, sachant que j'ai fait des études d'archéologie, de préhistoire et d'ethnologie. Donc on reste dans le domaine culturel. Et progressivement, je me suis intéressé. Ce musée n'était pas vraiment tout à fait dans la lignée de ce que moi j'avais étudié, mais voilà, par capillarité, les éléments sont remontés, et puis voilà, ça restait un domaine culturel, donc ça me plaisait ce que je faisais au final. Ça me plaisait, et donc j'y mettais du mien. Et je pense qu'à partir du moment où on est comme ça impliqué personnellement, si quelqu'un vous met des bâtons dans les roues de façon systématique, et puis je voyais bien aussi même son attitude vis-à-vis de mes autres collègues. Son attitude de la personne dont tu parles. Voilà, oui, l'attitude de la personne qui pour moi était problématique. Ça a vraiment affecté mon moral, et donc j'ai craqué un soir. Ma femme m'a dit non, tu vas chez le médecin, et le médecin m'a dit non, là c'est bon, je vous arrête 3 mois. Hein. D'accord. Donc grosse tension que malheureusement j'ai conservée. C'est-à-dire que quand on fait une chute, parfois on se relève, mais on garde des séquelles, et je pense il y a toujours un peu de séquelles. Ouais. Je suis quand même revenu là-bas, au bout de 9 mois. Oui, l'équipe dirigeante avait un petit peu changé, mais il y avait toujours la personne. Mais on avait fait en sorte que j'en sois un peu protégé en mettant une autre personne qui faisait tampon. Cette personne est partie, et tout a rejailli. Et puis c'est tombé en même temps que le Covid, donc difficulté du musée aussi, qui n'est pas un musée d'État. Au final, donc je me suis complètement réorienté, j'ai passé des concours de la fonction publique, et donc je suis maintenant agent de l'État. D'accord. Donc ça fait maintenant 3-4 ans. D'accord. Donc il y a eu tout un parcours un peu complexe, c'est-à-dire qu'entre le moment des faits qui ont déclenché, entre guillemets, mon désir d'écriture, c'était même pas un désir, c'était un besoin. D'accord. Et ce besoin, il se manifestait de façon très spécifique. J'avais beaucoup de trajets pendant 10-15 ans. J'habitais en région havraise et je travaillais sur Paris. Donc les allers-retours, c'était quotidien. Pour aller travailler. Pour aller travailler. D'accord. Et donc j'avais dans le train du temps. Alors que je mettais à profit pour essayer de récupérer aussi de la fatigue, puisque c'est quand même éprouvant pour tous ceux qui ont fait ou qui feront ou qui sont en train de faire ce genre de trajet. Ils savent que c'est fatigant, qu'il y a beaucoup de trajets. Il y avait 3 heures aller, 3 heures retour, si tout allait bien. Donc ça faisait 6 heures dans la journée quand même passées dans les transports. Oui. D'accord, tous les jours. Tous les jours où je travaillais, parce que c'était pas... Enfin, j'étais... Il y a eu une variation assez conséquente. Oui, mais 6 heures de transport par jour, oui, voilà, c'est beaucoup. Malgré tout, c'est vraiment beaucoup. C'est conséquent. Et donc cet épisode que moi j'assimile à du harcèlement, il m'a vraiment plongé dans une forme de dépression assez conséquente, avec des idées noires, des idées suicidaires, hein, on peut le dire. Et je pense que ce qui m'a sauvé, c'est que avec l'avènement des smartphones, hein, moi j'ai connu l'époque où il n'y en avait pas du tout, où il n'y avait même pas de téléphone portable, parce qu'il y a eu le téléphone portable, mais sans qu'on puisse y faire d'autre chose que d'appeler. Hein. Ouais. Et puis maintenant, nous avons les téléphones intelligents, paraît-il, mais donc sur lesquels on peut noter des choses. Et je ne sais pas, un jour, j'ai fait un poème. C'est comme une sorte de déversoir qui s'est... Voilà. C'est comme ça que j'ai pris le téléphone, je déversais ma noirceur, ce qui me permettait de conserver un équilibre. Voilà, un exutoire. Et donc, ça pouvait être 3, 4, 5 poèmes dans la journée, qui venaient tout de suite, en fait. Tout à coup, j'étais rattaché à une émotion, et il fallait que cette émotion sorte. Donc, dans un premier temps, c'était plutôt des émotions négatives, et puis, heureusement, la dépression n'a pas duré non plus éternellement, et donc, ça s'est orienté vers d'autres sujets plus agréables. En fonction des émotions. Une fois que je l'avais fait, en fait, j'avais le temps, en fait. Donc là, tu viens de me parler de ton expérience d'une vingtaine d'années en musée, mais en parallèle de ça, il y a autre chose aussi qui va expliquer ton intérêt pour l'écriture, c'est le fait qu'au tout début, notamment, je pense, adolescent, tu t'intéresses, tu te prends de passion, on peut le dire, pour un jeu de rôle en ligne. Oui, c'est pas que le jeu de rôle en ligne. En fait, c'est le jeu de rôle en général. Hein. Ça m'a pris adolescent, comme peut-être
toi, à ton époque. Alors, j'ai jamais fait de jeu de rôle papier, ce qu'on appelle les jeux de rôle papier. Oui. Mais j'ai passé beaucoup de temps. Les livres dont vous êtes le héros. Ça, j'en ai lu quelques-uns quand j'étais collégien, voilà. Mais je découvre, j'ai cette chance-là, je peux le dire, ma femme me fait découvrir un jeu de rôle en ligne quand on se rencontre. Ah, d'accord. Dark Age of Camelot, pour pas le citer, et on passe un temps dessus. Et en fait, j'avais beaucoup de chance en cela qu'on jouait tous les deux. En fait. Oui, donc ça aide. Et vu l'investissement en temps que c'est, si on n'avait pas joué tous les deux, ça aurait été compliqué, quoi. Ça aurait pu créer des tensions. Ouais. Donc oui, c'est une activité qui est chronophage, mais quand on est ado, on se passionne par un certain nombre de choses. Donc il y avait l'archéologie, mais il y avait aussi le jeu de rôle que je n'ai pas évoqué. Et avec des copains de classe, on s'est lancé un petit défi. C'était de créer un livre dont vous êtes le héros, mais que nous, on aurait écrit. Donc c'est vraiment la première production que j'ai faite. C'est la première fois que tu écris, en fait. C'est la première fois que j'écrivais. Alors après, c'est pas de la grande littérature, hein, forcément. Tu vois un trésor, un monstre, enfin voilà. Et puis, il fallait surtout bien cogiter les fameux numéros, c'est-à-dire que si tu décides de faire telle action, rendez-vous page machin, ou si tu décides de faire telle action, rendez-vous page truc. Ceux qui ont fait déjà des livres dont vous êtes le héros comprendront de quoi je parle. Grosso modo, c'est un livre où on décide des actions du personnage qu'on incarne. Alors, un homme, une femme, peu importe, hein, c'était pas la question. Oui, tu veux prendre la porte de droite, rendez-vous page 231, tu veux prendre la porte de gauche, rendez-vous page 326. Ça, c'est vraiment le premier écrit que j'ai fait, mais je me suis pas dit, je vais publier, enfin... Quand tu dis que tes petits camarades n'avaient pas fait, c'est-à-dire qu'ils devaient écrire certaines de leurs parties... Non, pas du tout. Chacun devait faire un livre. D'accord. Mais juste entre nous, il n'y avait pas de... D'accord, ok. Il n'y avait aucun objectif spécifique, à part de se lancer un petit challenge entre potes et de faire jouer les autres, en fait. C'était ça l'idée. D'accord. Parce qu'on avait vraiment du mal à se voir, à se rencontrer. On habitait loin les uns des autres, on n'avait pas de voiture, pas de mobilette, enfin... Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu différent. Et comme tu le dis si bien, en ligne, les jeux en ligne permettent d'annuler un peu cette distance et de rentrer en contact avec des gens comme ça sur de longues distances. Donc, lorsque j'ai pris mon congé parental, j'ai eu du temps, effectivement, et je me suis passionné pour un jeu en ligne. Donc bien des années après. Bien des années après. Jeu en ligne dans lequel j'incarnais un personnage haut en couleur. Et donc, ce qui est marrant dans l'anecdote, c'est que le pseudonyme d'auteur, parce que ce n'est pas mon vrai nom, Artam Kwizacz, c'était le nom de ce personnage. D'accord. Voilà. Donc, quelqu'un d'un peu séduisant, qui n'hésitait pas à draguer tout ce qui bouge, en gros, hein, pour dire les choses. Alors, c'est pas du tout mon caractère. Hein, On a le droit de s'inventer un personnage. On a le droit de s'inventer un personnage. Est-ce que ça veut dire quelque chose d'un point de vue psychothérapeutique ? Je ne sais pas, ou psychologique. Oui, puis on n'est pas là pour faire... On n'est pas là pour faire l'analyse. Quoi qu'il en soit, donc oui, je me suis vraiment investi dans ce jeu. Et mon personnage était quelqu'un d'assez torturé. Donc à cette époque-là, j'étais pas dans ma noirceur. Hein, mais c'était quelqu'un de torturé. C'est un personnage dont... plusieurs auteurs, en fait, m'ont donné l'idée. Alors, il y a une chose que tu n'as pas dit, c'est que tu n'as pas dit comment il s'appelait, ce jeu-là, parce que les gens... Alors oui, il s'appelait Spice Conquest. D'accord. Ce qui n'est pas étonnant, oui, si ça se passait dans l'univers de Dune. La conquête de l'épice en français, puisque c'est quand même important de parler français. Et donc, il s'est achevé, voilà. Comme tout ce qui a commencé doit finir un jour, ça s'est achevé. Bon, il y a eu différents épisodes, je suis reparti, je suis revenu. Enfin, j'étais très impliqué, donc forcément, quand c'est comme ça, on se pique aussi parfois de choses qui sont différentes. Et alors, en quoi ce jeu, finalement, lui, contribue à te faire devenir écrivain ? Parce que forcément, tous les jours, il y avait des petits textes à taper, ou du moins je me sentais l'obligation d'intervenir, puisque dans les fameux débats politiques, ou dans les descriptions, ou dans les interactions avec les personnages avec qui j'avais envie d'interagir, ça se passe non pas par l'oral, comme on fait là, mais par l'écrit. On écrit ce que son personnage fait, ce qu'il dit. Donc là, on a une liberté relativement totale, sans non plus tomber dans des exagérations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire je décide de prendre un objet qui n'existe pas et que j'invente sur place pour détruire mon... Non, c'est pas... On va rester dans le domaine de ce qui est possible et de ce qui est le respect, le consentement mutuel, on va dire. Et donc, je le faisais sur à la fois le forum officiel du jeu, puisque chaque jeu, généralement, possède un forum, mais aussi sur celui que nous, on s'était créé de notre côté. Je dis nous, parce que donc c'était... On pouvait s'organiser en escouade. D'accord, un ensemble de joueurs que tu connaissais. Un ensemble de joueurs, voilà, que je connaissais ou pas, en fait, qui étaient intéressés par les idées que je proposais.
À la base, je connaissais pas grand monde sur le jeu, hein, ça s'est fait progressivement. Et peut-être que ceux qui ont fait participer au jeu se reconnaîtront ou pas d'ailleurs. Surtout que tu viens de donner le pseudonyme que tu avais dans le jeu là. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Et puis on avait même organisé ce qu'on appelle des IRL, je ne sais pas si tu... Real Life. J'en ai fait aussi. On rencontrait les joueurs avec qui on interagissait, ou les joueuses, parce que visiblement c'était quand même très masculinisé, mais il y avait quand même des joueuses aussi qui se piquaient de roleplay et qui s'étaient très investis également là-dedans. Et puis, chacun prend des directions différentes, parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord, et donc tout se passait par l'écriture. C'est-à-dire qu'on décrit, et comme j'étais impliqué, j'avais envie que ça soit bien écrit, j'avais pas envie que ça soit en mode texto. Donc du coup, ça m'a donné une petite habitude d'écriture, parce que tous les jours j'en faisais. Tous les jours je passais 1, 2, 3 heures sur le jeu, voire plus, si j'avais du temps en tout cas. Et puis donc le fait de faire des chansons avec des rimes, alors ça c'était avant que j'ai ma période dépressive liée au travail. Hein. D'accord. Si on devait replacer dans l'ordre chronologique. Et ceci étant, il y a eu quand même un passage en particulier. À un moment donné, mon personnage était, entre guillemets, fiancé avec un autre personnage féminin. Et le joueur qui incarnait le personnage féminin m'envoie un poème en réponse à une chanson un peu déclarative d'un personnage à personnage. Et c'est Le Dormeur du Lac. Du Val, pardon. Le Dormeur du Val, parce que je confonds avec le lac de la Martine. Le Dormeur du Val, que je trouvais très beau, que je connaissais pas en fait, parce que je ne m'intéressais pas spécialement à la poésie. Il y avait quelques poèmes qui m'avaient marqué quand j'étais jeune, mais généralement, je vivais plutôt ça comme une contrainte. Mais donc, je ne savais pas le faire, et je me suis pris de faire un poème qui aurait un double sens, c'est-à-dire qu'il fallait lire une ligne sur deux, parce qu'il m'avait parlé aussi le personnage qui incarnait ma fiancée dans le jeu m'avait parlé d'échanges épistolaires entre deux auteurs, et il fallait lire une ligne sur deux parce que c'était devenu érotique. Et donc je me suis attelé. Alors malheureusement, j'ai perdu ce poème. J'aurais bien aimé le retrouver parce que le refaire c'est compliqué. Mais donc en lisant une ligne sur deux, effectivement, les choses dérapent un peu plus. Ça prend un autre sens. Donc il y avait ça, voilà. J'ai fait tout un tas de petits exercices comme ça à l'époque, mais sans objectif de l'utiliser d'une autre façon que l'amusement ludique. C'était vraiment de l'amusement. Sans que tu le saches, tu te formes. C'est ça. Quelque part. Un peu quelque part, c'est ça, c'est que ça me donne une habitude d'écriture au final. D'accord. Donc ça, c'est en parallèle de ton métier, en fait. Oui. De ton travail au musée. Et puis, donc comme tu l'as dit, au bout d'un moment, notamment au musée, tu finis par avoir tu ressens le besoin d'exprimer ta noirceur, hein, au moment où tu te sens harcelé, ton malaise via des poèmes que tu écris. Donc, tu avais déjà une petite expérience avec le jeu, puisque c'était antérieur. Et concomitamment, ton épouse va te filer un coup de main, plus ou moins imprévu, puisqu'elle est une grande lectrice. Oui, alors c'était pas du tout prévu. Donc, mon épouse, pendant longtemps, se trouvait sans passion. Elle disait, je ne m'intéresse à rien à part à ma famille. Et puis, progressivement, je l'ai vu commencer à bouquiner de plus en plus. Une activité qui, au bout d'un moment, finit par coûter un peu d'argent. Et donc, elle s'est dit, il faudrait que je fasse peut-être autrement. Et elle s'est passionnée notamment pour la new romance. Donc, c'est de la littérature romantique. Mais c'est un peu plus chaud qu'Harlequin de l'époque, quand moi j'avais connu ce que c'était que la romance. Il y a des scènes qui décrivent des actes sexuels. C'est ce qui fait que, voyant qu'elle avait pris contact avec une maison d'édition... Attends, on va laisser entrer le chat, parce que sinon, il se voit à l'écran, les gens vont se dire « on ne s'occupe pas du chat !» Hop, voilà. En l'occurrence, c'est une chatte. Je voudrais de ne pas m'occuper d'une chatte. Donc, y a-t-il un double sens dans ce que tu viens de dire ? Absolument, on va couper au montage. Ça, c'est typiquement le genre de choses que je pourrais avoir envie de garder, je te l'enverrai, puis tu verras ce que t'en feras. C'est ça. Tous ceux qui me connaissent en salon savent que je ne manque pas l'occasion de faire un mauvais jeu de mots. Ah, il faut pas perdre ce genre d'occasion. Faut pas perdre d'occasion de sourire. Donc là, tu me disais qu'il y avait qu'il y a eu plusieurs vagues dans la new romance. Hein, oui, il y a plusieurs styles, la dark romance, la romance fantasy, il y a plein de domaines différents. Ce qui est certain, c'est que il y a une histoire romantique,
Et puis donc après, de plus en plus, il y a la description des moments où les personnages, qu'ils soient homme-homme, femme-femme ou homme-femme, expriment leur amour donc de façon sexuelle. Voilà. Et donc, mon épouse, afin d'éviter de dépenser trop d'argent, avait pris contact avec une maison d'édition et donc était lectrice, à savoir que donc elle reçoit, la maison reçoit des manuscrits. Il y a toujours des gens qui se disent tiens, je vais envoyer, je vais voir si ça peut plaire, si ça peut être publié. Et en échange, donc elle a la possibilité de lire ces fameux premiers jets et puis éventuellement recevoir un livre. Enfin voilà, il y avait toute cette idée-là derrière. Elle devient bêta-lectrice. Bêta-lectrice. Bêta-lectrice, et donc je la vois, je trouvais que ça prenait du temps, je dis mais c'est bien, ça te plaît, enfin je pose la question, je dis qu'est-ce qui te plaît dans cette lecture, voilà, ce qu'elle fait, oui. Et elle me dit celui-ci il est pas si terrible, mais celui-ci il est bien, et je dis est-ce que tu veux que je suis surpris, est-ce que tu peux m'envoyer un passage que je vois ce qu'il en est. Et parallèlement, donc elle avait été très très intéressée par 50 nuances de gris, je ne sais plus le terme. Degrés, 51 degrés, oui. Et elle m'avait traîné au cinéma, je m'étais endormi, je trouvais ça pas particulièrement passionnant. Et donc je lis quelque chose, donc voilà, c'était toujours un peu la même chose, il y a un ami homosexuel qui va... Enfin, je trouvais que c'était très, comment dirais-je, scripté, stéréotypé, et puis que c'est toujours un homme très riche qui s'intéresse à une pauvre orpheline, voilà, des stéréotypes, j'exagère un petit peu en disant ça. Mais c'est surtout que je ne trouvais pas que les scènes de sexe reflétaient la réalité. En tout cas, moi, ma sexualité, c'est pas ça. Je ne retrouvais pas du tout les éléments que moi, j'y aurais mis en tant qu'homme. Donc, je suis là, je dis, oui, c'est pas sensationnel. Elle me dit, en forme de défi, est-ce que tu serais capable de faire mieux Et puis, j'ai repensé justement à tous ces jeux de rôle que j'avais faits, et il est arrivé que dans nos personnages, il se passe des choses un peu chaudes aussi, dans les descriptions qu'on pouvait faire de personnage à personnage, et donc je me suis dit, tiens, oui, pourquoi est-ce que je ne me déciderais pas à écrire quelque chose un peu de chaud. D'accord. D'autant que tu avais un intérêt, mais j'ai envie de dire, comme tous les adolescents, dès l'adolescence, tu avais un intérêt pour ce qui était sexuel. Oui, ça m'a toujours intéressé. Est-ce que je suis un obsédé pour autant? Je ne sais pas, mais en tout cas, oui, mes pensées dévient souvent sur l'aspect sexuel, et mes blagues, malheureusement, pour ceux qui me fréquentent en salon, prennent souvent un tournant de ce type. Alors, avec plus ou moins de réussite, puisque sinon j'en aurais fait ma carrière si j'avais été comique, mais bon. Quoi qu'il en soit, oui, le sexe m'avait toujours intéressé, et donc mes idées carburaient à plein pot. Donc je me suis lancé, j'ai commencé à faire 10 lignes, 20 lignes, un paragraphe, que je lui ai fait lire. Et elle était surprise, oui, c'est pas mal, c'est intéressant. Et puis j'ai fini par faire un chapitre. Et elle me dit, mais tu pourrais peut-être l'utiliser à ton escient, tu pourrais peut-être proposer ça à une maison d'édition. Je dis, jamais, pourquoi il s'intéresserait à moi? En plus de ça, j'avais donné un tournant un peu BDSM à mon écrit. Donc, j'imaginais pas que ça puisse intéresser. Et donc, elle m'a dit, mais si, elle a insisté, elle m'a poussé un petit peu, et elle a contacté sa maison d'édition, la personne, en tout cas, le contact qu'elle avait dans la maison d'édition, qui n'est pas celle qui a publié, enfin, je digresse un peu, j'avance un peu sur les événements. Le suspense n'est pas si torride que ça, parce que je suis là en tant qu'auteur, donc à un moment donné, elle... C'est que ça a dû marcher. Oui, c'est que à un moment donné, elle demande, est-ce que, mon mari a écrit ça, est-ce que ça serait exploitable? Et il dit, écoute, les maisons d'édition font régulièrement des appels à texte, renseigne-toi sur une maison qui serait susceptible de le faire. Et donc, en particulier, il lui envoie un lien d'une maison d'édition qui s'appelait, parce que ça a périclité depuis, qui s'appelle Évidence Édition. Bon. Je regarde un peu l'appel à texte, et il y avait des conditions spécifiques. Il fallait faire entre temps et tant de caractères. Bon, donc avec mon petit chapitre, c'était pas suffisant. Ça devait être publié dans un recueil de nouvelles de différents auteurs. Bon. Donc je me retrousse les manches, et puis j'essaie de développer un petit peu. Bon, ça se fait assez vite. Alors, c'était le premier livre, en tout cas le premier écrit, où je me dis, l'objectif c'est que ça soit lu par d'autres personnes qui ne me connaissent pas, parce que j'avais fait effectivement un livre dont vous êtes le héros, mais c'était des potes. Puis j'avais 17 ans, enfin 16-17 ans.
Il n'y avait pas un gros enjeu. La pression n'est pas la même La quand pression on commence n'est à pas la écrire même. pour les autres. Donc j'avais envie que ça soit vraiment bien, quoi. Donc je travaille, un chapitre, 2 chapitres, bon. Plein de chapitres. Plein de chapitres, pourquoi ? Parce que, étant totalement novice en matière d'écriture... Je te vois arriver parce que je connais Oui, bah tu sais, on a préparé un peu l'interview, donc le teasing, nous on fait semblant qu'il y a un teasing, mais en fait il sait déjà ce que je vais dire, quasiment. C'est maintenant qu'il faut que je le dise ? Ah bah vas-y. Allez, go. Donc j'ai confondu le nombre de mots et le nombre de caractères. Donc j'ai produit quelque chose de beaucoup plus étoffé que ce qui était demandé. Bon, puis arrive un moment... Il demandait quelque chose comme 10 000 caractères et toi, tu as retenu 10 000 mots. Quoi. Bon. Voilà, pour faire court, c'est à peu près ça. Donc j'envoie l'intégralité de ce que j'ai fait à la maison d'édition, un peu comme une bouteille à la mer, puisque je m'étais renseigné un petit peu, il y a à peu près 1% des manuscrits qui sont publiés. Donc je fais du jeu de rôle, faire 1% sur un des 100, c'est exceptionnel. Enfin, ouais. Surtout quand c'est demandé à ce moment-là, parce que après, quand tu fais plein de jets, au bout d'un moment, tu finis par faire un 0,1 quoi, sur un des 100. Et puis tu peux aussi en faire plein, et puis que ça n'arrive jamais. Hein, parce que imagine s'il faut faire 100 livres, statistiquement c'est ça. C'est-à-dire que tu fais 100 livres, et puis sur les 100 livres, il n'y en a rien qui sera... Mais bon, ça ne se passe pas comme ça. Et là, heureux hasard, ou enfin en tout cas, grosse satisfaction de ma part, mon manuscrit est retenu. Grosse surprise. Donc, après, il s'en est suivi tout un petit cafouillage parce que la relation avec la maison d'édition, c'est pas forcément toujours simple. Eux, ils ont des attentes spécifiques. Toi, enfin moi en tout cas, en tant que jeune auteur, je me dis faut regarder le contrat. J'ai peut-être essayé de négocier ci ou ça. En fait, non, c'est carré, c'est comme ça. Tu signes, tu cèdes tes droits. Surtout pour un premier livre. Voilà, je veux dire, bon, mon objectif, c'est quand même qu'il y ait des gens qui lisent ce que j'ai écrit. C'est à peu près tout ce que j'ai retenu. Finalement, s'est posé le problème, effectivement, de la taille. Parce que du coup, je m'en suis rendu compte aussi. Je me suis dit, mais mince, je me suis trompé, j'ai fait beaucoup plus que ce qui était demandé. Comment ils vont faire ? Donc finalement, il n'y a que le premier chapitre qui a été publié dans le recueil. Mais dans le contrat que j'avais signé, il s'engageait à publier l'intégralité. D'accord. Donc je me suis permis, j'ai fait... Désolé, mais du coup, comment on fait puisque vous êtes engagé à publier l'intégralité ? Et donc là, la responsable de la maison d'édition me dit, mais pas de problème, on va sortir un livre avec l'intégralité de ton texte, un livre à part. Donc à la base, ça devait être un pauvre truc, j'exagère. Une nouvelle dans un recueil. Et puis dans l'érotisme en particulier, de toute façon, c'est quelque chose qui se fait couramment. Oui. Les appels à texte fréquents, la musardine en particulier, dans lequel il y a eu certain nombre de recueils comme ça, les Immorales, les Hold Up 21, je ne sais pas si c'est de la musardine, mais enfin, j'en connais comme ça maintenant un certain nombre depuis que je fréquente mes confrères, consoeurs, auteurs. Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, je vais continuer à écrire, puisque ça a l'air de fonctionner, et en plus, j'ai été publié. Donc, ça s'est étoffé progressivement. Alors, on va le dire, le nom de ce premier livre, quand même. Oui, pardon, je manque à tous mes devoirs. La publicité, c'est pas vraiment ma spécialité. Donc, c'est Flash de Soumise. Donc, il y a eu un second tome, Flash de Soumise, donc, du coup, Flash de Soumise 1, Flash de Soumise 2. Je trouve que ça a bien fonctionné. Alors après, je ne suis pas un gros vendeur. Et puis, c'est du BDSM. Donc ça s'adresse malgré tout à un public particulier. Il sort en quelle année ? Je crois que c'est décembre 2017, le recueil. Et en 2018, sort le livre en solo. 6-7 mois plus tard. Ce qui m'a semblé long à l'époque, mais quand je le raconte, ça ne fait pas spécialement long. Non, 6 mois, non. Mais quand on me dit, moi je voulais... Parce que le premier chapitre, c'est un chapitre de présentation. On parle du maître et de la soumise. C'est pas le chapitre le plus passionnant du livre, mais c'est juste pour introduire un petit peu les personnages. En plus de ça, ce sont des flashs. Donc, l'histoire est particulière. On passe à un moment, puis à un autre moment. Il y a toute une évolution qui se fait. D'accord. Le récit est peut-être différent d'autres descriptions. Le maître et la soumise n'ont pas de prénom. C'est particulier aussi, que les futurs lecteurs ou lectrices potentielles le sachent. Moi, j'avais souhaité ça pour qu'on puisse s'identifier, en fait. Oui. Bon, après, est-ce que ça fonctionnait ou pas ? Je ne sais pas. T'en as vendu un certain nombre, ça doit fonctionner. Voilà. Surtout que ça sort à un moment où la mode du BDSM
certains disent qu'elle est passée, mais surtout, comme disait Franck, je trouve que c'était une très bonne explication, on est déjà à une époque 2017-2018 où Internet est bien installé depuis 20 ans maintenant, et tout ce qu'on appelait les lecteurs masturbatoires, les lecteurs qui lisaient ces livres pour se satisfaire, pour se satisfaire, voilà. Ils n'ont plus besoin de ça. Donc effectivement, on garde juste les lecteurs, les vrais lecteurs, entre guillemets. Mais effectivement, dans la pratique, sur les acheteurs, c'est plus pareil, il y en a moins, quoi. Donc en avoir vendu pas mal... sur ce créneau-là, à une période où ça ne se vend plus beaucoup, c'est une réussite quand même, parce qu'il ne faut pas regarder juste le nombre qu'on en a vendu, je dirais, il faut regarder les circonstances. Donc c'est que ça a dû plaire. Je le souhaite, j'espère que tous ceux qui ont lu le livre ont été jusqu'à l'acte que tu décris, parce que c'est un peu fait pour la littérature érotique. Oui, un peu, oui. Voilà, c'est quand même pour s'exciter. Oui, c'est plaisant aussi de se dire qu'on va procurer en tant qu'auteur cette excitation. Il y a effectivement peut-être cette idée-là derrière, et peut-être qu'elle est différente de l'objectif de la New Romance, où on parle d'une histoire d'amour. Mais après, bon... Mais les deux peuvent se mélanger, d'ailleurs. Les deux peuvent se mélanger. Mais c'est vrai que, généralement, les titres des ouvrages de New Romance sont peut-être moins explicites que Flash de Soumise. Oui. Je sais qu'en salon, en tout cas, le regard n'est pas le même. Oui. Moi, je le constate. Et puis, je suis un auteur masculin. Quand une femme vient acheter un ouvrage qui s'appelle Flash de Soumise, c'est pas pareil qu'une autrice qui reçoit une lectrice pour vendre, je sais pas, au feu les pompiers, j'en sais rien. Elle se dévoile déjà un petit peu, quelque part. Quelque part, effectivement, il y a un côté l'idée de pouvoir s'assumer ou pas en tant que lectrice de BDSM, puisque c'est ça un peu l'idée. Ce qui est peut-être plus facile quand elles ont affaire à... Parce qu'il faut le dire, encore une fois, plus des lectrices qui lisent ce type de livre que des lecteurs. Et c'est vrai que c'est peut-être plus facile d'aller au-devant d'une autrice que d'aller au-devant d'un auteur. Peut-être. Alors, c'est une question qu'il faudrait poser aux lectrices. Oui. Moi, j'ai eu le sentiment que c'était pas forcément parce que j'étais un homme que c'était lu ou pas lu. Par ailleurs, j'essaie justement c'est tout l'intérêt de l'écriture, de tourner les choses de façon à ce que ce soit à la fois décrit, donc on puisse s'imaginer, se représenter la scène, mais sans vulgarité, ou alors réserver la vulgarité pour des objectifs spécifiques, surtout dans un cadre BDSM, on va dire. De ce fait, le fait que je sois un homme, je ne sais pas si ça peut être un frein, entre guillemets, au moment où on fait l'achat. Mais sur le contenu de la lecture, quand elles sont face à toi, je veux dire, en salon. Parce que après, non, pas forcément. Je vois pas que ce serait un choix dans le sens où l'homme, l'auteur masculin, a ça pour lui qu'il peut décrire ce qui lui plaît et c'est quelque part aussi ce qu'elle cherche, quoi. Peut-être aussi, oui. Ça peut être effectivement. En tout cas, ça apporte une motivation. Diversité, une diversité par rapport à ce que d'autres femmes peuvent écrire. D'ailleurs, alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'était un petit peu un challenge de Florence Dugas, donc c'est ce que j'ai lu. Est-ce que c'est vrai? Il faudrait lui poser la question. Je suis mal placé aujourd'hui pour lui poser la question, mais Florence Dugas, donc c'est le pseudonyme de Jean-Paul Brighelli, qui, quand il écrit Dolorosa Soror, le change finalement, il l'a dit c'est connu, il l'a écrit dans un billet de son blog, il dit que finalement il l'avait écrit au masculin, puis finalement il s'aperçoit que ça ne marche pas, et il l'écrit au féminin. Est-ce que quelque part dans son esprit il y avait un petit peu un challenge de réussir à passer et à avoir écrit comme une femme? Voilà. L'écriture c'est l'écriture, donc je sais que dans un autre ouvrage que j'ai publié du coup en auto-édition, puisque j'ai des écrits qui sont en maison d'édition et d'autres qui sont en auto-édition. Donc l'ouvrage s'appelle La fureur de jouir. Un chapitre, c'est l'homme qui parle, qui décrit ce qui se passe, on est dans sa tête. D'accord. Et un chapitre suivant, c'est la femme qui parle. D'accord. C'est ce que j'imagine qu'elle pense, voilà. Mais bon, est-ce que je suis plus légitime à écrire ce qu'un homme pense qu'à écrire ce qu'une femme pense, entre guillemets, ou ce que le personnage pense?
C'est difficile à dire, parce que forcément que je le vis par rapport à mes expériences à moi. D'accord. Voilà. Bah là, typiquement, oui, c'est pas le choix que j'ai fait. C'est-à-dire que moi, d'emblée, même si je pourrais y arriver un peu, à quel point je ne sais pas, c'est pas le choix que j'ai fait. Et effectivement, c'est pour ça qu'on a sorti un double roman. C'est pour ça que j'ai écrit Ma soumise, mon amour, que je l'écris à la première personne en parlant du personnage masculin qui est dominant, et que au bout d'un moment, ma femme me dit c'est pas mal, mais Il manque des choses. bah, il manque des choses. En tout cas, il me dit on est dans sa tête à lui, du coup, on ne sait pas du tout pourquoi elle réagit comme ça, elle. Et donc je lui dis bah vas-y, écris à sa place à elle, et c'est pour ça qu'on a fait un double Challenge. roman. Voilà. Donc c'est toi, du coup, qui pour ton épouse a été moteur pour l'écriture, alors. En l'occurrence, oui. Bon. Intéressant. Non, bah, du coup, je ne pourrais pas trancher cette question de toute manière, mais je vois bien que c'est un sujet qui te titille et qui t'intéresse. Donc, il faudrait poser la question à des autrices pour vérifier si elles, du coup, quand elles parlent de l'homme, comment elles le vivent, comment elles se l'imaginent, J'ai comment posé se l'approprient. la question à des autrices, et j'ai posé la question notamment à Clarissa Rivière, Oui. qui me dit que bah, elle apprécie l'écrire. Alors après, est-ce que c'est très réaliste ou pas de mémoire, elle me dit qu'elle ne sait pas forcément trop, mais qu'elle aime le faire aussi. Elle a écrit certains de ses passages du point de vue d'un homme. Donc moi, je pense qu'il y a une question d'envie pour l'auteur ou l'autrice. Et après, effectivement, il faut avoir le talent et la capacité à vraiment se mettre à la place de quelqu'un qui n'est pas de notre sexe. Ça dépend un peu de l'empathie, là. Voilà. On tombe dans le domaine de l'empathie. Ouais. Ce que je sais, c'est que effectivement, l'imagination ne m'a jamais manqué. Ouais. Un peu trop, peut-être, diront certains ou certaines. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça peut être compliqué de se mettre totalement dans la peau d'une femme ou d'un homme. J'en veux pour preuve, ça m'est arrivé de faire des échanges de livres avec des autrices croisées dans des salons. Généralement, c'était dans l'idée de les faire lire à mon épouse ou à ma seconde fille, qui aime beaucoup la new romance. Et puis un jour, par curiosité, j'ai feuilleté, et je ne me suis pas du tout senti... Enfin, c'était une description particulière. Et c'est l'homme qui était décrit, pour moi, n'existait pas. Ouais. Je ne me suis pas du tout trouvé incarné dans le personnage, mais qui ne devait pas être moi, mais en tant qu'homme, j'étais totalement étranger à ce que j'ai vu. Alors, donc tu me disais tout à l'heure que tu as publié auto-édité un livre qui s'appelle La fureur de jouir, mais celui-là, tu m'en avais pas parlé. Par contre, tu m'as parlé d'un autre qui s'appelle Miss Pastèque. Oui, alors donc je suis très mauvais publicitaire, comme tu as pu le constater, puisque même à toi, je n'avais pas évoqué La fureur de jouir. Mais Miss Pastèque, c'est le second roman que j'ai écrit. C'est une romance très épicée. Ça raconte une histoire d'une jeune fille entre 20 et 25 ans et de la personne plus âgée entre 40 et 45 ans qui se captent à distance et puis qui finissent par se rencontrer. L'homme rend visite à la demoiselle et ils passent un week-end ensemble. Voilà. L'idée, c'était justement de sortir de cette zone BDSM et d'élargir un petit peu le thème pour éventuellement toucher un peu plus de lectorat. Donc c'est un livre que j'aime beaucoup. Chaque livre a un peu son histoire, en fait. Je ne sais pas si j'imagine que ça a dû t'arriver également, à savoir... Parfois ça va très vite, parfois ça va lentement, parfois ça prend des tournants inattendus, le livre décide d'aller dans une direction, c'est assez bizarre, hein. Ou les doigts, en fait, quand on tape sur le clavier, parce que maintenant on ne sait plus ça à la plume. Donc chaque livre a vraiment un parcours spécifique. Ouais. Ce second livre, bah oui, j'y tiens beaucoup. Ça a été aussi l'occasion de me lancer dans l'autopublication, puisque ma maison d'édition trouvait que c'était pas assez hard. Ah bon? Oui. Alors moi je le trouve très bien, parce que bon, du coup c'est un thème différent, on n'est pas sur du BDSM. Alors, la question que j'ai envie de te poser en souriant forcément, c'est pourquoi Miss Pastèque? Parce que ça parle d'une personne qui a une très grosse poitrine. D'accord. Voilà. On s'en doutait, mais... On s'en doutait un petit peu. Mais donc, du coup, je voulais que ça soit clairement dit, en fait. Moi, j'aime bien quand dans le titre, on sache à quoi s'attendre, que ça soit pas un peu diffus. Donc c'est peut-être un tort, c'est peut-être une raison. En tout cas, c'est comme ça que je procède. Et donc ça a été l'occasion de tester comment faire pour l'autopublication. Ça a été un long parcours.
Il y a eu en plus un certain nombre d'allers et retours avec la maison d'édition, des changements qui m'ont été demandés. J'ai essayé une autre maison d'édition qui, du coup, souhaitait que ça soit écrit à la première personne, alors que moi, j'ai plutôt tendance à écrire à la troisième personne. J'aime bien le côté narrateur omniscient. Parce que c'est comme ça que ça se passe dans ma tête, en tout cas. Donc après, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de le faire à la première personne. Hein. Oui, mais j'ai fait d'autres tests à la première personne, sur d'autres choses. Peut-être qu'il y en a qui sortiront, d'ailleurs. Miss Pastèque 2, par exemple, c'est un projet que je n'arrive pas à mener à son terme, parce que j'ai moins de temps maintenant. La vie fait que, voilà, un changement de carrière professionnelle, donc nécessité de se former, d'avoir une disponibilité d'esprit. Pourquoi Miss Pastèque 2 ? Parce qu'il y a une histoire d'amour qui perdure ou... Parce que ça m'a été réclamé. D'accord. Par les lectrices. Ils veulent savoir ce qui se passe. Un week-end, c'est court. C'est l'histoire sur un week-end, en fait. Oui, c'est un week-end. Alors, il y a du coup, il y a quand même la fin qui laisse un peu une ouverture. Donc, je ne vais pas dévoiler la fin du livre, bien entendu. Bah non. Et donc, du coup, les gens se disent, qu'est-ce qui se passe après ? Voilà. Pour moi, ça se finissait, ça devait se finir à ce moment-là, mais il m'a été demandé un second tome de Miss Pastèque. Mais ça arrive à beaucoup d'auteurs, même très connus. Hein. Bilbo le Hobbit, ça devait se terminer là. C'est une demande des lecteurs, Le Seigneur des Anneaux. Et alors après, il y a... t'en écris donc un certain nombre, je mettrai les liens de toute façon dans l'article associé. Et puis un certain nombre de couvertures se sont déjà affichées à l'écran, pendant qu'on en parle. Et tu vas sortir Flash de Soumise 2, notamment. Il sort quand, Flash de Soumise 2 ? Il est déjà sorti, en fait. Oui, mais il est sorti quand ? Il est sorti, je crois, en 2021, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est la suite de Flash de Soumise 1. On garde le même principe, c'est toujours le maître et la soumise. Donc ce sont des moments de rencontre entre eux. Et donc là, il va y avoir un certain nombre de rebondissements dans la relation. Donc ils sont abordés uniquement à travers, entre guillemets, les séances. D'accord. Les séances BDSM qui peuvent se vivre. On est vraiment plongé plutôt du point de vue de la soumise, en fait. C'est-à-dire que dans le premier chapitre du premier tome, on parle du maître, et puis après, en fait, on va parler vraiment que de la soumise. Ce qu'elle vit, ses interactions avec son maître, d'abord à distance, et puis après dans des rencontres. Et puis donc dans le 2, il y a un certain nombre de rebondissements que je vais bien entendu pas évoquer. Non, il faut le lire. Parallèlement, tu écris aussi des poèmes généraux, érotiques et BDSM via Facebook, tu m'as dit. Alors, pas que via Facebook. Je publie de façon libre, c'est non restreint. Je publie les poèmes en fonction de s'ils m'ont plu, pas plu, sur Facebook, depuis 5-6 ans, je dirais, facilement. Si tu le veux, je pourrais, de la même façon que les liens vers tes livres, je pourrais mettre un lien vers ton profil Facebook. Tout à fait, oui, pas de problème. Si les gens veulent te contacter, te parler, t'en demander plus. Et puis éventuellement lire ces fameux poèmes que tu as publiés, pas que via Facebook. Tu me dis, tu les as publiés où aussi, ces poèmes ? Alors, en auto-édition également. À un moment donné, quand j'ai vu la masse de poèmes, je dois être à 1400 à peu près. Ah oui, il y a une sacrée production, oui. J'ai plus produit les premiers temps, en fait. J'avais vraiment un besoin de sortir des choses, notamment dans ma période noire, mais en termes d'érotique aussi, il y en a eu beaucoup. Et ces poèmes, je me suis dit, pour qu'ils puissent vraiment être signifiants, il faut des illustrations avec. Et donc c'est là où était le point d'achoppement. Je me suis dit, juste un poème érotique comme ça, brut, dans un livre, ça va être un peu délicat. Tu n'écris pas aussi bien, tu ne dessines pas aussi bien que tu écris ? Je ne dessine pas du tout, à part les bonhommes, comment ça s'appelle ? Les bonhommes en forme de boudin. Ouais. Voilà, c'est bon. Vraiment, c'est pas du tout ma spécialité. Et donc, je me suis dit, il faut trouver quelque chose qui puisse illustrer les poèmes. Et ça faisait quelque temps déjà que je suivais une artiste qui s'appelle Giovanna Cassotto sur Facebook, justement. Je trouvais que les dessins qu'elle faisait, qu'elle publiait, étaient vraiment magnifiques. Une illustratrice italienne. Une illustratrice italienne que j'admire beaucoup, une grande dame, dont j'ai appris par la suite en fait qu'elle avait été créatrice de bande dessinée qui relatait sa vie, ses expériences BDSM. D'accord. Voilà, donc ça se rejoignait, alors qu'à la base c'était des poèmes érotiques. Il y en a certains qui sont BDSM, mais moi c'était les dessins érotiques que j'avais vus initialement, et je me suis dit ça serait celle-ci, ça me fait penser à tel poème, celle-ci à tel autre poème.
Là, c'est pareil, il faudra que tu me donnes un lien vers ces productions. Absolument. Et je promets que je ne le garderai pas que pour moi. En tout cas, je me suis dit, je vais lui poser la question. Je vais voir si ça l'intéresse, une collaboration. J'ai hésité un peu, mais pas tant de temps que ça. Et elle m'a répondu positivement, très rapidement. J'étais surpris et flatté. Elle m'avait donné juste une limite, c'était que ce soit ni religieux, ni offensant, ni à caractère politique. Bon, on parle de sexualité, il n'y a aucun rapport avec la religion ou la politique. Voilà. Et donc elle m'a donné totalement libre accès, elle m'a dit écoute, choisis celle qui t'intéresse et je t'enverrai le fichier en meilleure qualité, puisque forcément sur Facebook il y a une qualité spécifique. Donc j'ai fait un premier ouvrage grâce à elle qui comportait 75 poèmes et 75 illustrations. Ça s'appelait Inavouable délire, ça s'appelle toujours Inavouable délire, il m'en reste quelques exemplaires. Et puis 2 ans après, ma production avait continué, j'ai sélectionné ceux qui me semblaient les meilleurs, parce que parfois c'est bien, parfois c'est moyen, parfois c'est en relisant. Il s'agit d'un ouvrage plus BDSM, plus centré sur le BDSM, un ouvrage de poésie centré BDSM, qui est illustré par des aquarelles, dont elle est l'autrice. D'accord. Et donc vraiment, il est magnifique. Voilà, je fais un peu de d'auto-pub pour une fois, je suis désolé. Non, faut pas être désolé d'ailleurs. Il ne faut pas être désolé. Quand on fait de belles choses, il faut le faire savoir. Donc voilà, je lui suis très reconnaissant, puisque en plus, elle m'a dit je conserve le droit à l'image, mais je ne te fais rien payer, tu peux l'utiliser pour cet ouvrage sans problème. Donc vraiment, chapeau bas une fois de plus à Giovanna, une grande dame. D'accord. J'ai rien d'autre à dire. Tu connais Manara ? Oui. Alors, j'ai posé la question dans plein de salons de New Romance, quand je parle des ouvrages et que je dis est-ce que vous connaissez Manara ? Généralement les gens me disent non, qui c'est ? Alors que nous on connaît bien, c'est un auteur de bande dessinée italienne, un auteur italien de bande dessinée, et il est spécialisé dans l'érotique. Le parfum de l'invisible, le déclic. J'allais dire, on connaît parce qu'on est très cultivé. Oui, on connaît surtout parce qu'on est très intéressé par les dessins et par les scènes érotiques qui sont décrites. Il y avait peut-être une autre raison. Qui sont décrites et qui sont dessinées en plus. Voilà. Donc oui, clairement, il s'est passé des choses sur ces ouvrages, en tout cas moi, quand j'étais jeune. Et donc pour moi, je la mets au même niveau, si tu veux. Voilà. Pour moi, c'est l'équivalent féminin de Manara, de Milou Manara. D'accord. Donc, je suis très fier de ces ouvrages. C'est pas ceux qui ont eu le plus de succès, parce que c'est vrai que ça reste de la poésie. Et donc, tu en as sorti 2 comme ça ? J'ai sorti 2. Le deuxième s'appelle ? Le deuxième s'appelle Sans plaisir assumé, puisqu'il y a 100 poèmes. D'accord. Et donc, je voulais donner quelque chose... bizarrement, c'est moins signifiant que pour les ouvrages. C'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément à quoi s'attendre, Sans plaisir assumé. Les pages d'illustration sont magnifiques. Mais c'est bien, c'est pour être surpris. C'est ça. Après, en feuilletant, on sait bien rapidement de quoi ça parle. J'imagine que ça se voit sur la couverture aussi. Ça se voit un peu sur la couverture. Elle va apparaître là. Alors, en l'occurrence, c'est ce qui m'a un peu posé des difficultés aussi au moment de l'autopublication, puisque la poésie se publie difficilement. La poésie érotique illustrée, c'est encore un autre sujet. Et donc, au final, moi, ça me plaît bien, l'autopublication. Ça ne veut pas dire que je ne fais rien non plus avec d'autres maisons d'édition. D'ailleurs, il y a divers projets. Il y en a un qui vient juste de se terminer, donc on n'a pas encore eu le temps de l'évoquer. On va en parler. Il s'agit juste d'une petite... On va en parler. Une petite histoire que j'ai réussi à publier récemment, là, qui est sortie en mai, je crois. Mais ce n'est pas de l'érotisme. Si, c'est de l'érotique. D'accord. Et qui s'appelle ? Et qui s'appelle Les Nouveaux Malheurs de Sophie, aux éditions Drakkar. Ouais. Détournement érotique d'un ouvrage bien connu. Alors, c'est la responsable de la maison d'édition qui s'appelle Sophie, qui nous a demandé, est-ce que... Oui, c'est pas à cette Sophie-là que tu fais référence. Hein. Non, en l'occurrence, c'est pas moi qui ai choisi le titre. Il y a une comtesse de Ségur qui doit se retourner dans sa tombe. Peut-être, ou peut-être que ça lui plairait, au contraire. Alors, c'est pas un ouvrage que érotique, il y a divers auteurs, et puis donc chacun a amené un peu son thème favori. Moi, ma nouvelle s'appelle « Il ne faut jamais dire Fontaine ». Oui, c'est un recueil de nouvelles. C'est un recueil de nouvelles. D'accord. Mais de très grande qualité. Mais j'en doute pas une minute. On sent que t'es pas habitué à faire ta publicité. Non, voilà, ça se voit, que c'est pas... Alors, on va parler pas que d'érotisme, parce que t'as pas écrit que ça.
Oui, c'est vrai. Et en particulier, on l'a dit, tu avais une certaine appétence pour le fantastique et la science-fiction en particulier. Et ça se voit d'ailleurs assez rapidement, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu par ton pseudonyme. Alors, Artam Kwizacz, il faut que tu nous expliques. Donc, alors à la base, ça remonte avant même le fameux Spice Conquest, où donc j'avais utilisé ce pseudonyme, Artam Kwizacz, en référence au Kwizacz Haderach, qui est donc le fameux sauveur imaginé par l'auteur de Dune. Le Messie de Dune. Voilà, le Messie de Dune. Au tout début, il s'agit d'un personnage d'un autre jeu, qui s'appelle, le nom m'échappe à l'instant, évidemment, c'est toujours comme ça, Earthbound, qui est un jeu que je masterise. Alors, il faut expliquer ce que c'est que masteriser. Donc je suis maître dans le jeu de rôle, je suis celui qui organise la partie de jeu de rôle, qui prévoit le scénario et qui en fait représente l'univers avec les joueurs qui eux ne présentent que leur personnage. Qui va aider les joueurs à se fondre dans le monde. C'est lui qui met en scène les décors, et quelque part ça rejoint un petit peu celui qui écrit, parce que l'auteur, très clairement, il met le plante le décor, et c'est le lecteur qui amène sa propre imagination pour se constituer lui-même les images que ça va créer. Et donc, dans ce jeu de rôle, au départ, j'étais joueur, avant de devenir maître de jeu, et j'avais choisi Artam. J'aimais bien le prénom Artam, voilà, c'est une invention. Ça sonnait bien. Et il fallait un nom de famille, j'ai dit Kwizacz, c'est très bien. Les gens qui savent sauront, mais ceux qui ne savent pas se disent Kwizacz. Bon, c'est un peu particulier, mais ça fait un peu fantastique également. Ouais. Donc oui, c'est clairement en hommage à Dune que j'ai choisi Artam Kwizacz, et puis c'est un hommage à ce jeu sur lequel j'ai passé quand même plusieurs années, et où j'ai rencontré d'ailleurs le co-auteur de ces ouvrages fantastiques, dont on va parler maintenant. Qui s'appelle Guillaume Perraudot, que je salue d'ailleurs au passage. Donc on s'est rencontrés par l'intermédiaire du jeu, et très rapidement, vraiment, on a sympathisé. On s'est vus plusieurs fois, parce qu'il était en plus en région parisienne. On avait même été jusqu'à faire, à l'époque, des petites vidéos YouTube. Je ne sais pas si je t'avais passé les liens quand on en avait parlé. Je n'avais pas parlé, maintenant je l'ai évoqué. Voilà. Donc forcément, c'était il y a quelques années en arrière. Ma fille venait à peine de naître, et elle va avoir 19 ans cette année, donc tu vois, ça remonte à une vingtaine d'années. On mettait en scène nos personnages dans le jeu, qui avaient en plus... c'était un peu des rebelles, on va dire. Ceux qui connaissent le jeu pourront le confirmer. On était un peu des rebelles, et on avait fait... il y a 10-15 vidéos, façon un peu des chiens. À l'époque, c'était ce qui avait du succès et ce qui nous plaisait aussi. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas se prendre trop au sérieux non plus, quoi, hein. C'était vraiment histoire de donner une petite atmosphère et puis d'intéresser ceux qui étaient branchés dans le jeu pour voir quelque chose d'un peu décalé. Donc on avait fait quelque chose sur les Fremen, quelque chose sur les différents noms d'escouades, donc les fameuses organisations, les groupes qui s'organisaient. On avait fait plein de choses vraiment différentes, avec même de la mise en scène d'effets spéciaux, avec des guests. On avait des guests. Il faut vraiment que je vois ça. Il faut que tu vois ça. Alors, dans cet ouvrage, qui s'appelle Les Protecteurs, on retrouve la vie de nos personnages. Alors, Vous avez coécrit. On a coécrit. Donc, je dirais que l'auteur principal, c'est lui qui, dans un premier temps, il y a de ça 10 ans facilement, s'était dit, je vais raconter ce que mon personnage a vécu. Bon, ça a eu un succès vraiment extrêmement limité, et puis c'était plutôt dans le sans cadre familial, il voulait se lancer là-dedans. Mais il l'a publié quand même. Il l'a publié en autopublication sur Amazon. D'accord. C'était la première étape. Et il y a déjà des années. Il y a des années de ça. D'accord. Les Protecteurs, il a connu plusieurs vies. D'abord Guillaume, seul, qui racontait les choses telles qu'elles sont passées brutes. Des histoires qu'avait vécues. Des histoires qu'on a vécues, des roleplays. Donc les roleplays, ce sont des interactions entre les différents personnages, où donc on est vraiment dans l'incarnation du personnage. Il dit ci, machin répond ça. Qu'il a pioché sur le forum qu'il avait lui-même créé, à ma demande, parce que j'ai dit, ça serait bien qu'on ait un espace à nous. Enfin bon, quand c'est comme ça, en fait, on a plein d'idées. Toujours dans le cadre de ce fameux jeu. Toujours dans le cadre de Spice Conquest. Toujours dans le cadre de ce fameux jeu. Donc il y a des passages entiers où donc les différents personnages interagissent, et donc on retrouve l'interaction. Tous ces moments, qui ont marqué notre mémoire. Et je lui ai dit, ça serait bien qu'en fait on en fasse autre chose
Maintenant que j'ai un contact dans une maison d'édition, qui sait, peut-être que ça peut avoir un autre retentissement. Je dis par contre, clairement, vu que ça fait référence à Dune, alors même si au final il se passe des choses complètement différentes de ce qui se passe dans Dune, hein, là on est centré sur les personnages, ce qu'ils font. On a dédunifié, et donc on s'est approprié vraiment les aventures des personnages pour les mettre dans un autre univers, même s'il y a des ressemblances. Vous l'avez fait parce que ça s'apparentait à une fanfiction, en fait, voilà. Et qu'on ne peut pas utiliser l'univers d'un autre auteur, hein, donc vous l'avez... Donc, c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs pour 50 nuances de Grey. Oui. Alors 50 nuances de Grey, à la base, c'est une fanfiction de Twilight. Ah d'accord, oui. Donc... Et pareil, elle avait fait ça comme ça, et puis au bout d'un moment, quand elle s'aperçoit que ça commence à bien marcher, parce qu'elle auto-publie ça sur des plateformes, il me semble de mémoire, comme il en existe aujourd'hui, des plateformes qui s'appellent plateformes d'écriture, celles que je connais. Où tu partages des écrits. Voilà. Et au bout d'un moment, elle se dit, oulala, ça marche. Elle détwilightize, si je puis dire, donc on a, son livre, et elle on a dédunifié. On a dédunifié. Et donc, nous avons dans un premier temps fait 3 tomes. On a comment dirais-je, assorti toutes les aventures d'autres aventures. 3 tomes, Protecteur 1, 2, 3, puis, bon, après il faut avoir lu les 3 tomes, puis après les Explorateurs. Donc le tome 4 est sorti, le 5e, on l'avait terminé. Et à ce moment-là, en fait, moi j'ai rencontré dans un salon une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Forbidden Edition, et j'ai sympathisé avec les 2 créateurs, et j'ai évoqué effectivement la possibilité potentielle de publier chez eux. Et donc on est en cours de négociation et de modification en fonction de eux-mêmes leur propre ligne éditoriale, et donc j'espère que ça va se concrétiser et que ça donnera des fruits tant attendus. On en arrive à la fin de cette interview. J'aimerais que tu me dises comment tu fais ta promotion, parce que tu as dit tout le long de l'interview que la pub, c'était pas vraiment ton truc. Or, tu participes quand même à des salons. Oui, effectivement, je fais des salons. Alors, c'est Évidence Édition qui m'a mis un peu le pied à l'étrier pour le premier salon que j'ai fait. C'est des moments particuliers. Tu rencontres les gens qui vont lire tes livres. Donc, c'est particulier. Avant d'écrire, tu penses même pas à ce moment-là. Et donc, sauf qu'avoir ton visage, ça a l'air plaisant comme moment. C'est très plaisant, c'est très agréable. Surtout quand les gens reviennent te voir en disant « j'ai vraiment aimé celui-là ». Alors, ils ne te disent pas forcément ça comme ça quand ça s'appelle Flèche de Soumise. Mais quand ils te disent « je veux prendre le 2e tome ouais. », c'est implicite en fait. Ouais. Et donc oui, il y a souvent des personnes qui ont pris un livre et qui finalement prennent l'intégrale de ce que tu écris. Parce que finalement, ça plaît bien, le style que tu as fait plaît bien. Ça, c'est vraiment des moments agréables. Tu vois les autres auteurs, et puis donc tu sympathises plus ou moins avec chacun, puisque chacun a une personnalité différente. C'est des moments à part. Pour le moment, j'ai plutôt visé des salons, entre guillemets, new romance, puisque c'est par ce biais-là que j'avais fait mon premier salon. J'en fais 6-7 par an à peu près, parce que j'ai pas beaucoup de temps pour en faire plus, parce que c'est un investissement malgré tout, il y a la distance, il faut rentabiliser sur place. Donc c'est des moments vraiment privilégiés. Ça m'arrive de vendre de la science-fiction, mais généralement c'est plus l'érotique qui marche. Ça dépend vraiment des salons, ça dépend des personnes qui viennent au salon. J'en ai fait aussi en Belgique. Le public belge est vraiment différent du public français. Ouais. Je dirais qu'ils sont plus ouverts. Je ne rencontre pas les mêmes regards quand les gens passent devant mon stand où il y a marqué Flèche de Soumise, où il peut y avoir les couvertures un peu érotiques, explicites, des différents ouvrages, notamment ceux des poèmes. En France, surtout dans des petits villages, il peut y avoir un regard... On est jugé par les autres. On se dit, oula, si je reste trop longtemps là, ça peut être compliqué. J'ai notamment souvenir d'une anecdote où j'étais à l'entrée d'un salon. Donc j'étais la première personne auteur que les visiteurs voyaient. Et il y a 2 mamies qui s'arrêtent pour dire je vais prendre celui-là, mais c'est pour ma nièce. Hein. Alors la particularité, malheureusement pour elle, c'est que je dédicace avec un poème. Donc ça prend un peu plus de temps que bonne lecture ou qu'un mot un peu banal. Ça peut prendre beaucoup de temps parfois. Et du coup, ils sont restés longtemps, alors qu'il y avait tout le monde qui défilait et qui voyait mon stand et les 2 mamies
qui étaient là. Donc j'espère qu'elles ne regarderont pas cette vidéo, pour pas qu'elles se sentent trop visées, mais bon, on dit pas de nom, voilà. Et puis quand même, c'est mignon, je trouve. Moi j'ai trouvé ça très mignon et très, très agréable. Oui, vraiment, ça m'a pas du tout posé de soucis. Ouais, c'est mignon. Ouais. Oui. Alors après, j'imagine que le regard des gens diffère suivant la nature et la spécialisation du salon que tu fais. C'est-à-dire que si tu vas au salon littéraire érotique, bon, j'imagine que les gens savent bien où sont venus. J'en ai fait peu. J'en ai fait un dans le sud de la France. Oui, effectivement, là, il n'y a pas vraiment de difficulté sur le contenu. Mais en Belgique, c'était un salon généraliste. Et j'ai fait aussi un salon de la romance. Et vraiment, je dirais que le salon romance a plus tendance à éveiller, bon, bah non, c'est pas ça que je veux. Mais c'est pas du tout la même chose que, oulala, surtout pas. Ouais, c'est pas pareil. Il y a une petite nuance. Et c'est vrai qu'en Belgique, dans le salon généraliste, au contraire, parfois les gens regardent, puis tout d'un coup, ah, bah, du BDSM ou de l'érotique, tiens, bah, justement, ça m'intéresse. Spontanément. Il y a une espèce de spontanéité et une espèce de non-gêne vis-à-vis du sujet de la sexualité, finalement. Parce que l'érotisme et la sexualité, c'est quand même proche l'un de l'autre. D'accord. Bah écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir C'est moi qui te remercie, j'ai pas vu le temps passer. Ah oui, mais ça fait 2 heures. 2 heures. Alors, il n'y en aura pas 2 heures en tout dans l'interview, mais en tout cas, je te remercie de m'avoir invité chez toi, en plus, pour tourner ce témoignage, cette interview. Et puis, je vais remercier Facebook aussi. Ça peut paraître étonnant, mais j'ai 50 ans. Et je me souviens bien d'un moment où avoir des contacts comme le nôtre aurait été soit infiniment plus compliqué, soit pas possible du tout. Donc on râle souvent sur Facebook qui censure, surtout pour nous, auteurs d'érotisme et de BDSM. Au final, c'est quand même un outil qui est bien pratique. Donc il faut voir le côté positif là où il est aussi. Quelque part, je remercie Facebook d'avoir permis le contact. Et puis avec plein d'autres personnes aussi. Je ne peux que plus soyer, puisqu'effectivement... moi aussi, c'est ce qui me permet de rentrer en contact avec certains lecteurs ou certaines lectrices. Ouais. J'ai rarement été censuré complètement sur Facebook. Ouais. Ça m'est arrivé sur d'autres plateformes. Bon, bah en tout cas, je te remercie. Merci à toi. Et puis, c'est toi qui as fait le parcours jusqu'ici. C'est toi qui m'as contacté. Donc, c'est surtout à toi le merci. Merci quand même. Et puis, en plus, on va manger ensemble avant que je reparte. On va faire un bon plat de spaghettis. Voilà. Bon appétit à tous.